Chance maintenant dans cette capsule d'accueillir Madame Sophie Mouyas. Alors, Madame Sophie Mouyas est docteur, mais elle n'est pas seulement docteur une fois, elle est docteur plusieurs fois. Elle est docteur médecine, elle est gériatre, gérontologue, et puis elle est aussi docteur en éthique médicale, et elle va nous commettre, elle va répondre à quelques questionnements en ayant pour thème ce que dit la Covid de la prise en charge de nos aînés. Et comme avant elle, nous avons eu un philosophe, nous allons commencer par lire une citation de Georges Canguilhem pour poser le contexte qui est le nôtre. Georges Canguilhem, dans Vieillesse de demain, Vieillesse de demain, ouvrage d'Henri Péquignot, écrivait « La sagesse requiert expérience, c'est-à-dire épreuve et jugement informés, qui ont pour condition l'avancée dans l'existence. Mais pour chacun de nous, l'interrogation sur la vieillesse, avec ou sans philosophie, consiste à se demander si le vieillissement est une allure de la vie inévitable pour un être jusqu'ici normalement mortel, ou s'il ne s'agirait pas d'une allure pathologique susceptible de correction thérapeutique présente et future. » Voilà dans cet ouvrage de Péquignot, Vieillesse de demain, comment la médecine était appréhendée, la gérontologie et la gériatrie étaient à l'heure naissante, et se posait la question de la prise en charge des personnes les plus avancées en âge ou les personnes âgées vis-à-vis de la médecine, qui jusqu'alors, il faut bien le dire, avait pensé la vieillesse non pas comme étant une population qui nécessitait des soins particuliers, une estime particulière, mais qui était considérée finalement sous couvert de l'incurabilité parfois. Alors Sophie Mouyas, merci infiniment d'être parmi nous, puisque le colloque initial devait être sur santé, handicap et dépendance, et donc vous serez bien évidemment réinvité dès mai prochain à Lyon, mais aujourd'hui, on voudrait se poser avec vous la question de la philosophie du soin par devers les traitements, des philosophies de l'attention par devers les organisations, et puis peut-être affirmer que les droits de l'homme aux soins induisent que ces droits de l'homme s'étendent jusqu'aux derniers instants, et même au-delà, sous couvert du deuil. Et donc, je vais vous demander de vous présenter, et ensuite, je vais me permettre de vous poser 4 questions, si vous le voulez bien. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir convié à m'exprimer. C'est toujours une bonne nouvelle pour les spécialistes du grand âge qu'on s'intéresse à ceux qui nous intéressent nous. Non pas à nous, mais à ceux qui font le sujet de nos soins et de nos réflexions. Donc, je suis médecin gériatre au centre hospitalo-universitaire Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt, dans la région parisienne. Je suis aussi docteur en éthique, comme vous l'avez dit, où je m'intéresse plus spécifiquement au droit, à l'accès aux soins de façon générale et aux droits des personnes les plus âgées et finalement aussi du handicap. Et à ce titre, je coordonne un enseignement sur la prévention de la maltraitance et la promotion de la bientraitance, puisqu'aujourd'hui, on est obligé de dire des jolis mots avant de parler des gros mots, et sur aussi l'éthique, la réflexion éthique appliquée aux soins des personnes les plus âgées. Et dans ce cadre-là, en effet, par ailleurs, c'est-à-dire dans le cadre, on va dire, de mon expérience médicale, j'ai eu et je suis toujours dans le soin des patients les plus âgés atteints du Covid. Donc, on a monté une unité de 27 lits, en fait, qui s'occupe que de personnes âgées atteintes de la Covid. Et j'ai eu l'occasion de participer à plusieurs groupes de réflexion au niveau national en France sur les réflexions éthiques, les réflexions de prise en soin et de prise en charge des sujets les plus âgés. Et c'est à ce titre-là que vous m'avez invité, j'imagine, à m'exprimer. Donc, j'écoute, j'attends vos questions avec
Peut-être un peu d'inquiétude, mais en tout cas beaucoup d'attention. Ah, bon, eh bien, écoutez, j'espère que aucune question ne saurait vous mettre en défaut, parce que vous êtes un médecin embarqué, soucieuse des patients que vous avez à votre charge. Alors, première question, parce qu'il est vrai que vous êtes aussi quelqu'un qui travaillait beaucoup sur la maltraitance et que par rapport aux maltraitances institutionnelles, personnelles, que sais-je encore, il se passe quelque chose d'assez singulier aujourd'hui. Pendant très longtemps, on parlait du bien vieillir et on se posait la question aujourd'hui du transhumanisme, du post-humanisme, du mélieurisme. Et puis, le Covid nous ramène un autre excès peut-être, qui est un excès beaucoup contestable tout autant, qui est celui de l'agisme. Et votre réflexion est intéressante parce que il est vrai que tous parlons du triage et qu'il semble qu'au regard de ces sentiments diffus d'agisme, au titre duquel les personnes âgées pourraient avoir moins de soins, devraient parfois même se sacrifier pour la collectivité, on parle d'utilitarisme et de choses comme ça, eh bien, il semble que votre réflexion s'éloigne quelque peu du triage ou en tous les cas la regarde d'une manière plus complexe. Alors oui, j'espère. Enfin, il y a eu beaucoup d'émotions autour du triage et de la réflexion autour du soin. C'est vrai que, alors je ne sais pas quelles sont les questions suivantes, mais du coup, je peux faire un petit tour parce qu'aujourd'hui, on est entre deux vagues, en gardant la métaphore de la vague qui, ma foi, la vague, ça vient, ça repart, ça revient. Bon, là, on est plus dans une espèce de plateau ascendant que dans l'idée d'une vague, contrairement à la première fois. Et dans l'entre-deux, en fait, il y a eu là beaucoup de propos agistes. On a beaucoup invité l'agisme dans la réflexion générale, essentiellement dans l'opposition entre la santé des vieux et le bien-être économique des jeunes. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement flagrant. On a d'ailleurs monté à, à l'occasion de la campagne anti-agisme en France, on a remonté en fait beaucoup d'informations à ce propos avec quelque chose qui est saisissant. Hein, c'est pas parce que les vieux sont pas soignés que les jeunes iront mieux économiquement parlant et que la crise économique elle touche autant les vieux que les jeunes. Donc il n'y a pas objet à faire ça. Après, en fait, ceux qui ont avancé l'idée de pensée agiste ont plutôt évoqué donc, la problématique du triage à l'entrée en réanimation. Alors, on est tous le vieux de quelqu'un, et donc la question c'est est-ce qu'il y a un âge à partir duquel il faut faire un tri, ou est-ce qu'on est en train de parler d'âge chronologique, ou est-ce qu'on est en train de parler de dépendance, de façon voilà, d'état dans la vie. Et ça, déjà, ça demande plus de réflexion. Jamais il a été écrit, en tout cas, qu'il y avait un âge limite à partir duquel on ne pouvait pas agir, etc. Le problème de la priorisation à l'entrée en réanimation, ça existe tout le temps. Tout le temps. On n'est pas, en particulier en France, on n'est pas un pays qui débordons de lits de réanimation, contrairement à certains de nos voisins européens, principalement un peu plus au nord que nous. Du coup, on n'a pas la réflexion n'est pas que celui-là il est vieux, celui-là il n'est pas vieux, ou celui-là il est très moche, ou celui-là il n'est pas moche, ou celui-là il a des sous et celui de à qui on pourra rendre le plus de services quand on est dans une nécessité de priorisation à cause de la pénurie de lits. Après, c'est la médecine de guerre, hein, c'est logique. Donc la priorisation, elle se fait, enfin, ou la médecine de catastrophe, faut pas, on a beaucoup utilisé là aussi la métaphore de la guerre, mais sur laquelle je reviendrai peut-être si vous m'y autorisez. Mais voilà, la médecine de catastrophe, la priorisation, elle existe et elle est admise par tous. Et là, on était dans une tension d'urgence, une tension comment dire, d'afflux de patients qui était telle que, bien sûr, on a fait appel à la réflexion de la médecine de catastrophe et donc à une certaine nécessité de priorisation. Après,
il y a l'autre côté, c'est de qui on parle. Et en fait, ce qui est apparu très flagrant, c'est que assez rapidement, tout le monde s'est positionné pour dire que les patients les plus vulnérables et les plus fragiles dans les patients de grand âge, qui sont les patients en EHPAD, ceux-là, en fait, toute la société, euh, toute la société de façon générale, je pense même pas que la savante ou la professionnelle, avait peur qu'il y ait des vagues d'EHPAD qui tout à coup arrivent dans les urgences et dans les réanimations. De façon générale, en dehors de tout Covid ou en dehors de toute épidémie de grippe, les patients en EHPAD vont beaucoup plus rarement en réanimation que les patients qui ne sont pas en EHPAD. Ils ont déjà d'eux-mêmes, à cause de la position, à cause de l'endroit où ils sont et la plupart du temps à cause de leur état de santé qui justifie leur place en EHPAD, ils n'ont pas accès à un niveau de soins majeurs, puisqu'ils sont souvent en perte d'autonomie massive, avec des troubles cognitifs importants, avec un état de santé en fait qui fait que ils n'ont pas forcément à aller en réanimation, on ne pourra pas forcément leur rendre un service majeur. Et là aussi, on a vu beaucoup de choses sortir autour de ça parce que comme vous l'avez remarqué, quand on a parlé de la Covid, on ne parle que des morts, ce qui est déjà quelque chose qui est assez impressionnant. On ne parle pas des vivants, qui sont quand même beaucoup plus nombreux que les morts. Et puis, on ne donne pas forcément l'âge des morts. On dit essentiellement ce sont des personnes âgées. Mais qu'est-ce que c'est qu'une personne âgée? C'est déjà pas, voilà, c'est pas une question du jour, hein, mais si quelqu'un sait répondre, je serais ravie d'écouter sa réponse. Mais en pratique, chacun d'entre nous, nous sommes âgés de notre âge. Et une personne âgée, ben, est-ce que c'est quelqu'un qui est en EHPAD? Est-ce que c'est quelqu'un qui est à la retraite? Est-ce que c'est quelqu'un de 90 ans qui paye ses impôts et qui est entièrement autonome à la maison? Est-ce que c'est le même à 65 ans qui est entièrement autonome à domicile? Aujourd'hui, personne n'a exactement la réponse à ça. Et donc, on est un petit peu coincé à ce niveau-là. Et après, et on le dit encore aujourd'hui, hein, c'est que pour guérir de la Covid, il faut passer en réanimation, ce qui est une aberration. Et voilà. Mais c'est comme ça que c'est promu, en fait, que la parole est, est promu dans les médias et il fait que, en effet, de base déjà, nos patients n'ont pas forcément lieu d'aller, enfin, n'ont pas forcément vocation à aller en réanimation parce qu'ils ont plein de comorbidités ou parce que ils souffriraient plus de la réanimation qu'ils n'en bénéficieraient. Ça ne les a pas empêchés de survivre pour beaucoup, enfin, voire pour la majorité d'entre eux d'ailleurs, à l'infection qu'ils ont eue. Et voilà, donc il y a une espèce de confusion des genres qui s'est beaucoup invitée dans le discours après Covid pour essayer de boucler un peu avec l'agisme. Hein. Mais voilà, donc ce qui a beaucoup nuit en fait aux plus âgés, en tout cas dans la prise en charge en France, c'est qu'on n'a pas été tant dans le triage, parce qu'il n'y avait pas objet à faire du triage, que dans le refus de soins. Et qu'il y a des gens qu'on a condamnés à mourir tout seuls chez eux, qu'on a condamnés à mourir en EHPAD parce qu'on a refusé que les soins arrivent jusqu'à eux. Et ça, c'est une vraie réflexion que la société doit avoir aujourd'hui. D'ailleurs, qu'on entend un petit peu dans les propos où le nouveau confinement, on n'arrête pas les soins en EHPAD, on n'arrête pas les visites non plus, même si en pratique, l'application des recommandations est plus compliquée voilà, que la proposition de recommandation. Et de l'autre côté, quand il y a eu le constat après la première vague, alors je vais lire, hein, mais c'est les constats que j'ai pris dans le journal Le Monde. Hein, donc 50 000 morts en France, c'est pas énorme, surtout s'ils sont des vieux. Et un autre qui est on va pas citer aussi... les auteurs peut-être. Non, on ne va pas citer les auteurs, mais il suffit d'aller retrouver l'article. Hein, et 8 000 morts dans les EHPAD, de toute façon, c'est des gens qui allaient mourir. Donc voilà, c'est une pensée extrêmement agiste et qui additionne les générations les unes contre les autres et qu'on dit finalement c'est pas grave mais il faut contraindre toute la population pour finalement des gens qui allaient mourir. On est dans une espèce de montée de la haine sociale qui n'a pas grand-chose à voir avec la santé, mais voilà, qui n'aide pas finalement la prise en charge de tous les autres personnes âgées entre guillemets, en tout cas tous les autres patients
qui ont besoin de soins au quotidien. Alors, je ne sais pas si c'est la haine sociale. Peut-être surtout, on construit un monde de préjugés et de préjugements où, au lieu de chercher à soigner la personne en fonction des traitements les plus appropriés et de la prise en charge la plus appropriée, on tente, et peut-être on tend à s'habituer que certaines personnes, certaines catégories de personnes sont moins utiles, non, peut-être, mais qui peuvent être une charge, non, sans doute, mais que l'intérêt de la société doit se déporter d'elle pour d'autres intérêts. Or, vraiment, l'invention de la gérontologie, de la gériatrie, l'invention des droits de l'homme aux soins, c'est de pouvoir soigner chaque et toute personne humaine en fonction des soins nécessités par son état. Alors, on en arrive à un deuxième ordre de réflexion qui est celui de l'humanité, de l'humaine condition, de la fragilité ontologique de l'homme. Et vous avez raison, on est toujours le vieux d'un autre, et plus on grandit, plus on se rend compte qu'il y a de plus en plus de personnes pour lesquelles nous sommes considérés comme tels sans pouvoir le ressentir comme tel. Et oui, il y a eu beaucoup de choses, de l'abandon, euh, du relèguement. Il y a eu un sentiment de relégué. J'ai une belle histoire d'une jeune femme de 105 ans qui a fêté 105 ans la semaine dernière, qui est partie de son EHPAD parce qu'on restreignait ses droits, on restreignait sa liberté. Et dans tous les établissements, on commençait à fonctionner au droit de la personne. Du moins, les droits étaient importants, non pas la bureaucratie, mais les droits les plus essentiels des personnes étaient aussi en train de changer et de faire accepter aussi les personnes âgées pour ce qu'elles voulaient être et pas seulement pour qu'on les place, on devait les accueillir. Et donc la question de l'humanité, elle est essentielle. Qu'est-ce que vous en auriez à dire, vous qui êtes une spécialiste de la prise en soin de cette population? Alors, la question de l'humanité, ça interpelle à plusieurs niveaux. D'abord, vous avez dit, enfin, peut-être que c'est une question suivante, mais il y a la question du soin lui-même. Et pour rentrer par là, la question de ne pas abandonner l'autre, il y a lui permettre de pouvoir avoir les soins qui lui sont nécessaires. Et ça a été très compliqué pendant tout ce temps-là. C'est aussi ce que est-ce que le Covid nous a appris ça, je ne sais pas, mais en tout cas, il nous a appris que clairement, il y avait encore besoin de plus de gériatres que le peu qu'on était actuellement, parce qu'il y a très peu de spécialistes qui ont pu ouvrir des unités dédiées pour prendre en charge ces personnes âgées au départ. Et puis après, en fait, une fois qu'on avait tous des patients, on nous a interdit de prendre les autres en soins, ce qui posait vraiment une question primordiale de la question de l'accès aux soins, puisque au début, ça a été impossible pour les patients atteints de Covid, et après, une fois qu'il y en a eu partout, c'était impossible pour les patients qui n'avaient pas le Covid, et qui du coup, alors à la première, en mars-avril, on a arrêté en fait de soigner ces personnes-là, qui du coup ont eu une perte de chance importante. Et quelle que soit la spécialité, et pas que chez les plus âgés, hein, on a eu du coup un grand retard à la prise en charge. Je pense en particulier aux patients atteints de cancer. Et voilà, donc ça, c'est la première chose le premier pas, c'est de reconnaître les besoins de l'autre et en tant que professionnel, pouvoir lui offrir un soin adapté, correct. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cette fameuse deuxième vague, on essaye euh, d'accueillir les patients Covid et les patients non Covid à la même hauteur, ce qui est un combat de tous les jours parce que même si là une fois de plus c'est joli quand c'est dit, en pratique on est beaucoup moins nombreux que la première fois et pour arriver à faire exactement les mêmes choses dans des circonstances plus tendues, enfin faire plus dans des circonstances plus tendues, ça reste très compliqué. Alors, l'humanité, elle intervient, enfin la réflexion autour de l'humanité, elle intervient à plein d'endroits. Il y a le côté, le Covid, ça a altéré la réflexion
sur le rapport entre hommes, gêne encore en particulier avec nos patients qui ont des troubles cognitifs ou des troubles de la reconnaissance par rapport au masque. Hein, personne n'a vraiment réfléchi à ça. Comment est-ce qu'on peut faire pour reconnaître l'autre quand on est masqué, quand on n'est pas reconnaissable? Il y a tout ce qui touche la réflexion autour de la mort. Et alors là, ça a été phénoménal parce que, comme vous le savez tous, voilà, nous sommes tous en voie de mourir un jour, mais les personnes âgées le sont forcément plus que nous. Et donc, voilà, ne pas leur dire au revoir, ne pas leur offrir finalement une mort digne, même dans des conditions difficiles, ça a été très très compliqué. Voilà, le rapport à la mort, le fait qu'il n'y a pas pu y avoir de présentation des corps, qu'il n'y a pas pu y avoir de toilettes mortuaires, même les rituels autour de la mort qu'il a fallu réinventer avec les équipes d'éthique et les équipes de soins palliatifs pour que chacun puisse s'y retrouver, la façon de batailler pour que potentiellement les visites soient autorisées au moins, alors, selon les endroits, si possible aux personnes avant qu'elles décèdent, mais au moins autour du corps de la personne décédée quand ce n'était pas possible. Et puis, tout ce qu'on a aussi, parce que là on parle des plus âgés, mais tout ce qu'on a aussi imposé aux soignants, je parle en particulier pour ce côté-là enfin, je sais que quelqu'un d'autre va parler du rapport à la mort, mais voilà, faut visualiser ce que ça a pu être dans les hôpitaux d'avoir des morgues géantes, hein, d'avoir en fait un rapport qui a été et qui aujourd'hui n'apparaît pas du tout dans la réflexion générale, parce que ça fait partie d'un tabou majeur dans la société française actuelle, et que cette façon-là de nous reconnaître humains, finalement d'honorer nos morts, n'a pas été du tout ni reconnue. Alors, elle a été identifiée, oui, dans le cadre des groupes qui réfléchissaient autour de ça, mais on a fait des pas minimes. Ce qu'on a infligé aux, aux familles, aux professionnels des soins, aux professionnels des morgues, avec à chaque fois, en fait, une, euh, une façon de réfléchir qui était essentiellement basée sur la peur dans les impositions et pas toujours, je ne parle même pas du fait de l'imposition qui venait de tout en haut, c'est-à-dire qu'à chaque fois, c'était relégué à des gens qui devaient faire avec des impositions qui n'avaient rien à voir avec la vraie vie. Donc ça, c'est compliqué. Donc il y a une espèce de déshumanisation en fait de la mort qui est complexe et que finalement, si on n'a plus le droit de vivre, on va dire dignement, ni de mourir dignement, ça pose aussi une question voilà, de cette atteinte à la dignité à la fois singulière, hein, d'homme à homme, hein, et puis enfin, qui suis-je, qu'est-ce que je vaux finalement si je ne peux pas enterrer mes parents dignement, parce qu'il y a eu une époque, il n'y avait même pas d'enterrement, si je ne peux même pas les accompagner dans leurs derniers instants, y compris quand ils sont potentiellement dans une maison dont le rôle est aussi de faire ça. Je rappelle qu'aujourd'hui, dans les unités de soins palliatifs en France, les visites sont toujours interdites pour les patients atteints de Covid, enfin, ce qui pose quand même aussi un petit problème voilà. Enfin, en tout cas, je ne sais pas s'il est intellectuel général. Et puis, pour finir là-dessus, il y a l'idée d'une atteinte à la dignité plurielle, parce que je pense vraiment que c'est une question qui n'est pas une question de... C'est une vraie question de société, en fait, d'essayer de ce qu'on a voulu faire. Cette question de société, elle arrive après, en fait. Il faut avoir la capacité de se retourner. Et là, on n'a pas eu assez de temps, je pense, pour se retourner sur des choses aussi douloureuses. Mais voilà, il reste que et puis, ce qu'on nous propose en face, parce qu'on nous propose des choses, il ne faut pas croire que voilà, la société, de façon générale, ne réfléchit pas. Il y a ce point zéro, enfin tout est possible aujourd'hui. Voilà, on a eu en effet alors, des prêtres en visio, on a eu la famille en visio, on va vous le montrer, on vous prend des photos. Voilà.
Est-ce que moi, c'est mon rôle de soignant de prendre des photos d'un de mes patients décédés ou potentiellement, ça m'émeut aussi un petit peu, et de l'envoyer potentiellement avec mon téléphone perso aussi ou avec mon mail à toute la famille? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que ça pose de vraies questions. Oui, ça pose la Désolée, question. je suis un peu longue peut-être. Non, non, pas du tout. Ça pose la question du respect du corps mort, du respect de la mémoire du défunt. Ça pose la question du respect du droit à l'image. Et on voit que dans ces périodes d'urgence, tout ce que l'on a appris, eh on le désapprend très vite vis-à-vis de la garantie de la liberté et des droits. Pas, là encore, bureaucratique, mais de la garantie de la liberté et des droits qui permet le respect, la dignité et la reconnaissance. Vous avez raison, on a confisqué les deuils, et le deuil de soi, le deuil de l'autre, le deuil des autres, mais on est resté dans un grand tout qui nous amène à la dernière des questions, pour ne pas vous prendre trop de temps. La question de la vulnérabilité. Nous sommes tous vulnérables, nous nous ressentons tous vulnérables, mais quelle est la vulnérabilité? Si vous voulez, ma question va être dédoublée. Quelle est la vulnérabilité des personnes âgées et quelle est la vulnérabilité des soignants dont il faut toujours apprendre qu'il faut soigner les soignants si l'on veut bien être soigné? Et donc, quelle est cette double vulnérabilité, ce double regard, si vous voulez bien, par rapport à vos pratiques et à votre pratique? Alors, la vulnérabilité du grand âge, elle s'exprime, enfin, elle s'exprime de façon visible essentiellement en EHPAD. Mais tout comme la vulnérabilité du handicap s'exprime de façon visible essentiellement dans les masses. Mais donc ces lieux-là ont été des lieux d'enfermement et d'isolement où en fait on a enfermé, c'est pour ça que c'est une extrême bonne idée de mettre ensemble, on a enfermé les professionnels et les habitants finalement, en tout cas les résidents au sens où on les appelle désormais, ensemble, dans le même malheur et avec les mêmes conditions extrêmement pénibles de stress. Et là aussi, en fait, ça montre un peu, c'est le côté intéressant, un peu bijectif de la vulnérabilité. C'est que finalement, au nom de l'hyperprotection du plus vulnérable, on a mis tout le monde sous clé. Mais ça montre surtout on les a un peu abandonnés là, en fait. On les a un peu, donc on s'est aussi débarrassé d'une partie du problème de cette façon-là. Et la vulnérabilité, elle dit aussi quelles sont nos failles à nous, en fait, ceux qui décident que les autres sont vulnérables. Parce que ceux qui vivent dans la cité, qui ne sont pas en EHPAD, ils ne se sentent pas vulnérables du tout. Et pourtant, on a même entendu M. Delfraissy nous expliquer que ça serait bien de mettre que finalement les personnes âgées ne sortent plus de chez elles. Et voilà, il a fallu aussi toute une mobilisation de notre part, hein, parce qu'on nous a quand même demandé notre avis au niveau de la Société française de gériatrie et gérontologie pour dire que c'était clairement pas entendable. C'est pas parce qu'on est vieux qu'on n'a pas le droit aussi de prendre des risques au même sens que les autres et que on est un sujet qui est capable, jusqu'à preuve du contraire, et donc qui est autonome pour décider quels sont ses choix pour lui, qui autant informé qu'on peut l'être, qu'on a pu l'être pendant le confinement. Donc par rapport à ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est que en fait pendant tout ce temps, il y a eu une espèce de remontée intense du paternalisme hein, où tout le monde médical a repris posture, position, préhension en fait sur le monde des usagers et pas que le monde médical, puisque finalement, par le biais du conseil des sachants, etc., finalement, le monde politique aussi a pris position, pris une posture dominante. Et on voit bien, nous, dans les soins, enfin, ça a été dans les différentes équipes mobiles d'éthique, en fait, pour essayer d'avoir accès à la voix du patient et de promouvoir l'accès à la voix du patient. Parce que sur une maladie où aucun d'entre nous ne la connaissait, aucun d'entre nous ne savait la guérir,
tout le monde disait aux patients qui avaient déjà du mal à respirer et potentiellement à s'exprimer, voilà, ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Et voilà, force est de constater que on a en fait pris le pli de penser au pire à l'instant T sans penser à l'avenir et sans penser aux complications à moyen ou à court terme. Et du coup, c'est un petit peu ça qu'on a payé à la sortie du confinement, où en fait, au nom de la vulnérabilité, on avait mis tout le monde sous clé dans un esprit bienveillant et protecteur. Et nos patients qui sont restés chez eux alors qu'ils n'avaient aucun handicap, qu'ils étaient entièrement autonomes et cognitivement et fonctionnellement, eh bien, ils ont tous pris quelque chose. Ils disent tous qu'ils ont perdu, de la vitesse de marche, de l'aisance, ils sont tous plus anxieux, ils ont tous perdu du poids, même s'ils n'ont pas de pathologie chronique majeure, ils n'ont pas de cancer, pas de troubles cognitifs, etc. Et ça, c'est aussi quelque chose sur lequel il nous faut réfléchir. C'est que c'est pas parce que l'autre est vulnérable qu'on peut toujours se mettre en position dominante de lui expliquer que le meilleur pour lui, c'est forcément ça. Parce qu'on n'a pas forcément le savoir ou l'interaction humaine nécessaire. Ça nécessite un cas par cas intense d'avoir ce type de réflexion-là et d'avoir la parole de l'autre. Sans la parole de l'autre, c'est pas possible. Et je conclurai aussi sur l'idée que la vulnérabilité, elle a permis des limitations de soins extrêmement abusives. Et ça aussi, hein, c'est quelque chose qui, je pense qu'aujourd'hui, n'est pas tolérable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, au nom du fait que l'autre qu'on ne donne pas à l'autre la possibilité de s'exprimer à l'égal de nous, on ne peut pas décider pour lui qu'on limite tout d'emblée. Voilà. Merci. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Si, ça les déborde même. La santé durable a pour objet qu'il y ait toujours une participation de la personne, un respect des droits des personnes, et puis qu'on soit dans une éthique relationnelle qui approche de la complexité. La décision médicale importe bien d'autres décisions et bien d'autres effets sur la vie, d'une part, et puis d'autre part, une question finalement qui est aussi la vôtre, enfin du moins une tension qui est la vôtre, qui est celle d'une participation politique. Et une des failles, il est vrai, qui est soulignée, c'est l'absence de la démocratie sanitaire, de la démocratie en santé, et surtout en partant du savoir expérientiel des personnes. Que voulait la jeune dame dont je vous parle, qui n'a que 105 ans, et qui, elle sait qu'elle va bientôt mourir, elle en a conscience. Qu'est-ce qu'elle veut dans ces derniers instants, qui ne sont pas les derniers instants de la médecine, mais qui sont les derniers instants de son existence, et sachant qu'on ne connaît pas le temps de notre existence non plus. Donc, j'allais vous demander de reconclure, mais alors est-ce que vous avez un mot à ajouter dans ces dimensions politiques? Je ne vais pas faire de vous une ministre de la Santé, je ne vais pas faire de vous à un moment une future présidentiable, mais vous ne le voudriez pas peut-être. Mais est-ce que la question éthique n'est pas politique, et la question éthique n'est pas une question d'éthique relationnelle, et que cette période que nous vivons, en quoi elle peut faire en sorte que l'on soit meilleur demain pour ceux qui souffrent, que l'on a peut-être été aussi par le stress, il faut aussi bien le considérer, qui a sidéré beaucoup de personnes, que l'on ne l'a été en mars ou en avril ou en mai. Alors pour la question politique, je botterai peut-être en touche, mais autant l'éthique nationale me paraît indispensable et que euh, alors il y a eu un pas en avant avec l'idée qu'il y ait un conseil des sages qui puisse réfléchir et qui puisse comment dire, conseiller la classe politique. Ce qui est sûr, c'est que la classe politique, ça s'est vu après par rapport au Grenelle, au Ségur de la santé, pardon, c'est pas dans la même rue, mais il y a quelque chose, il y a une grande différence. En fait, le fait d'être tourné vers l'autre, c'est aussi de comprendre ce qu'il fait, ce qu'il souhaite, et la façon dont c'est possible à en mettre en œuvre. Tout ne va pas être possible. J'imagine bien que de toute façon,
Dans le monde de demain, quel qu'il soit, on souhaite tous qu'il soit meilleur. On a tous beaucoup souhaité qu'il soit meilleur. Force a été de constater qu'après la première vague, tout a été pire. Et je pense que le pas qui est potentiellement possible aujourd'hui, il est à ce niveau-là. Il est plus sur la réflexion globale sur la vocation du soin et la façon finalement d'organiser le soin en dehors d'une rentabilité définitive. Enfin, puisque voilà, pour rassurer tout le monde, une fois qu'on nous a enlevé nos pics et nos fourches pour aller guerroyer contre le Covid, puisque c'était à peu près ça. Hein, voilà, les réanimateurs y allaient avec des tanks et tous les autres y allaient plutôt de façon très médiévale. Une fois qu'on nous a dit qu'on pouvait poser tous ces objets et puis réfléchir autrement, parce qu'on nous a tout de suite reparlé de rentabilité, du fait que nos durées moyennes de séjour avaient été beaucoup trop longues, qu'on avait dépensé beaucoup trop d'argent, que même si on n'avait pas de masque, pas de surblouse, pas de tout ça, et ben finalement on était venu trop bosser, que voilà. Et donc cette espèce d'illogique là, ce qui n'est pas en accord ni avec la demande des usagers finalement, ni avec ce qu'imaginent de faire les politiques. En fait, on se rend compte qu'il n'y a pas de lien entre tout ça. Et peut-être que il y a une éthique de la communication qui doit se mettre en place, où en fait, plutôt que chacun écoute ce qu'il y a au-dessus de lui, chacun puisse finalement juste écouter l'autre, qui est non pas dans un monde différent, mais dans le même, avec potentiellement une logique de pensée différente. Voilà, ça sera ma seule. C'est une conclusion optimiste, même si elle est complexe, mais voilà, comme on sait tous, la proportionnalité dans la complexité est quelque chose d'essentiel. Merci infiniment, docteur Sophie Moulias. Merci. Merci à vous.